Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wood Theory. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va quitter à nouveau le monde du bois pour se diriger vers le monde de la visserie. Au début était le clou. Déjà en Mésopotamie, en 3500 avant Jésus-Christ, les hommes utilisaient des clous pour fixer des feuilles de cuivre sur des statues. Les Romains en utilisaient aussi, mais c'est seulement au Moyen-Âge que l'on va se rapprocher du clou que l'on utilise actuellement. Ils étaient réalisés par un cloutier qui étirait des tiges de fer à travers différents orifices de taille décroissante. Étant à l'époque un objet très onéreux puisque le métal était assez cher, le clou était généralement remplacé par des chevilles en bois. Aujourd'hui, les clous sont réalisés de manière industrielle et de plus en plus en Chine, comme la plupart des choses, ce qui lui permet d'être de moins en moins onéreux et d'être facile à acheter et à utiliser. Je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de vous expliquer comment fonctionne un clou, ni comment on l'enfonce dans une planche de bois. Le clou est un élément très pratique pour les assemblages, mais son gros défaut, c'est de ne pas bien résister à la traction. C'est à la Renaissance que l'on va voir apparaître les premières vis, d'abord dans l'horlogerie ou dans les machineries de guerre, et c'est seulement au 19e siècle que l'on va commencer à réaliser les vis de manière industrielle. Au départ, ces vis avaient une tête fendue, mais au début du 20e siècle, pour essayer de résoudre le problème du tournevis qui glissait tout le temps de la vis, un Canadien met au point la vis à tête carrée. Exactement au même moment, un Américain met lui au point la vis à tête étoilée. C'est à ce moment-là que l'on va voir naître de plus en plus de têtes de vis différentes, de plus en plus pratiques et surtout liées aux différentes machines que l'on va utiliser. En effet, certaines têtes de vis vont être plus pratiques pour des machines qui doivent tourner à très haute vitesse. Il existe donc actuellement plusieurs types de têtes de vis. La tête fendue, qui est le premier type de vis qui existait, qui est déjà très peu pratique à utiliser avec un tournevis, mais encore moins avec une visseuse. On a ensuite la tête Phillips ou cruciforme, qui elle est déjà bien pratique avec un tournevis, mais encore plus pratique avec une visseuse. La tête Posi-Drive, la tête Torx, qui elle est surtout prévue pour les visseuses, voire même pour les machines qui tournent encore plus vite qu'une visseuse, les têtes Allen et le carré Robertson que l'on trouve actuellement qu'au Canada. Évidemment, en plus de ces différentes têtes de vis, il existe différents types de vis. Ces vis seront différentes selon le matériau dans lequel on va devoir travailler. Commençons par les vis à bois et agglomérées, qui peuvent être vissées sans réaliser de pré-trous. Elles sont très fines et très pointues et sont filetées sur l'entièreté de la vis. Généralement, elles ont une tête fraisée. Ensuite, les vis à bois classiques, elles ne sont filetées que sur la moitié de leur longueur. Elles ont soit une tête ronde qui va permettre une meilleure pression, ou une tête fraisée qui va permettre de mieux cacher la vis. On passe ensuite aux tire-fonds qui sont beaucoup plus gros, avec une tête hexagonale et qui sont plus régulièrement utilisés pour la menuiserie extérieure, ou les assemblages qui vont demander énormément de force. Et enfin, les vis autoforantes ou autotaraudeuses qui, comme leur nom l'indique, vont soit réaliser leur tarot elles-mêmes, soit simplement le trou, et qui vont être plus régulièrement utilisées pour le métal ou plastique. En plus de ces différentes têtes et de ces différents types de vis, vous avez certainement dû vous en rendre compte en magasin, il existe différentes couleurs de vis. Ces couleurs sont tout simplement définies par les matériaux dans lesquels sont faits les vis, et ces matériaux vont avoir différentes propriétés. On commence par les vis bichromatées, qui sont celles de couleur jaunâtre. Cette couleur leur vient d'un bon traitement contre la corrosion, mais il faut faire assez attention car ces vis en premier prix ont tendance à avoir une protection moins bonne et à perdre rapidement leur fini. De plus, leur tête peut casser si on leur inflige une trop grande pression. On a ensuite les inguets qui sont de couleur grise. C'est exactement le même combat que pour le bichromaté. Si c'est une bonne qualité, elles auront une bonne protection. Si ce sont des premiers prix de basse qualité, la protection s'en ira très vite. On passe ensuite aux phosphatés qui sont de couleur noire et qui elles ont une très bonne protection contre la corrosion et une très bonne résistance. Ensuite, on passe aux inox qui par définition sont inoxydables. Elles sont parfaites pour un usage extérieur, néanmoins elles coûtent un peu plus cher que les autres. On termine ensuite par une famille de vis un peu particulière, les vis en laiton, qui ont à la fois une très mauvaise protection à la corrosion, mais aussi une très mauvaise résistance. Ces vis seront donc plutôt utilisées pour leur beauté plutôt que pour leur propriété mécanique. On va plutôt les utiliser pour fixer des ornements, des entrées de serrure, etc., etc. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode sur la visserie, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des informations supplémentaires sur les vis ou autre chose concernant le bois. Je tiens aussi à remercier les tipeurs qui sont actuellement au nombre de 4. Et oui, le groupe s'agrandit, n'hésitez pas à venir le rejoindre aussi. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et à la prochaine.